hope that you have enjoyed your flight. Bonjour, konnichiwa. Hola, yo me llamo Lucero y estudio francés en el CELA. ぜひブザンソンに来てください。 Le CELA, pour moi, c'est un endroit où on peut apprendre et faire beaucoup d'amis. J'ai amélioré ma langue française mieux qu'avant. C'est aussi la francophonie et il y a aussi beaucoup de nationalités. C'est un espace bienveillant. C'est la deuxième maison. Le CELA, une aventure byzantine. Un podcast coproduit par Radio Campus Besançon et le CELA, le Centre de linguistique appliquée de l'Université Marie et Louis Pasteur. Avec les voix d'Evelyne Bérard, directrice du CELA entre 1987 et 1993, puis de 2008 à 2013, et de Carlos Tabernero à la direction de 2022 à 2025. Épisode 2, les avant-gardes. Le son qu'on vient d'entendre, Evelyne, c'est un extrait de manif. On est en 1968. Le CLA, à ce moment-là, il existe depuis une dizaine d'années. En quoi est-ce que les années 68 ont été importantes dans l'histoire du CLA ? Je crois d'abord qu'elles ont marqué tous les enseignants qui ont été recrutés au CLA à partir de 70. La plupart d'entre nous, nous étions étudiants en mai 68. Donc forcément, il y a eu une influence de 68, une envie de plus de liberté, une envie de créativité, d'ouverture beaucoup plus forte. Et puis, il y a eu, après le départ de Georges Zasque, un petit peu de flottement, pas de directeur. Oui, l'illusion de l'autogestion qu'on va retrouver après au moment de l'IP en 1973, c'est-à-dire que le centre pouvait se gérer tout seul. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette envie de liberté, cette envie de créativité, cette envie de casser les codes aussi et la relation professeur-élève traditionnelle, on va la retrouver très vite dans la pédagogie et dans l'enseignement des langues tel qu'il se pratique au CLA. Oui, peut-être en détail, mais à l'époque, enseignants et étudiants se tutoyaient, ce qui est assez étonnant. En même temps, casser la relation, je ne sais pas, parce que les étudiants étrangers que nous avons eus étaient toujours respectueux de la fonction de professeur. Mais il y avait une espèce de familiarité entre étudiants et enseignants assez forte. Et donc, tout ça va se matérialiser au bout de quelques années dans une méthode qui va faire la renommée du CLA, qui est la méthode C'est le printemps. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ? C'est le printemps, c'est une méthode justement qui est en réaction aux méthodes précédentes. Les méthodes audiovisuelles qui étaient extrêmement cadré, une difficulté à la fois, une langue très, très épurée, pas de mots familiers, des histoires qui étaient relativement ennuyeuses, une famille bourgeoise, un couple de jeunes gens très timides qui pendant 21 leçons essayaient de se connaître d'une manière un petit peu surannée. Et donc, c'est le printemps a voulu présenter des personnages très différents, des situations différentes, des immigrés qui font de l'autostop, un marché, une manifestation, des situations autres, des personnes de tous âges, des personnes qui parlaient un français vivant, le français qu'on peut entendre dans la rue. D'ailleurs, beaucoup d'étudiants m'ont dit à l'époque, quand on travaillait avec les méthodes audiovisuelles, dans la classe on comprend tout, dans la rue on comprend rien. Parce que justement, il y avait c'était une langue qui était un peu artificielle, on ne pouvait pas dire je sais pas, alors là c'était impossible, au lieu de je ne sais pas. Donc c'est une méthode qui a été, son succès ça a été ça, c'est-à-dire d'être beaucoup plus réaliste par rapport à la réalité sociale, la réalité de la langue aussi et de la francophonie. Qui c'est ? Un gauchiste. Il est français ? Non, il est italien. Il parle français ? Pas du tout.
Est-ce qu'il habite à Paris? Ça, je sais pas. Il travaille? Mais non, il est étudiant. Donc là, ce qu'on vient d'entendre, Evelyne, c'est un son d'époque. Hein. C'est un extrait d'un dialogue de la méthode C'est le printemps dont tu viens de parler et où on retrouve effectivement tous les éléments que tu viens de décrire, c'est-à-dire le français tel qu'on le parle, c'est-à-dire des situations très très courantes de la vie quotidienne. Et on ne s'interdit pas non plus d'évoquer des situations éventuellement conflictuelles, des conflits sociaux. Tout à fait. Hein, ce qu'on vient d'entendre, c'est une manifestation, c'est la première leçon. On a une leçon sur les migrants, 2 immigrés qui font du stop, avec donc une traduction de ce qu'ils disent. On a une leçon au marché, les petites annonces, des choses de la vie quotidienne et qui parfois sont conflictuelles, bien sûr. Et donc cette méthode, elle va inaugurer une dynamique, elle va inaugurer ce qui va devenir un peu une marque de fabrique du CLA, c'est-à-dire que le CLA, c'est aussi un centre où on va concevoir des méthodes d'enseignement du français qui vont être adaptées à différents publics. Exactement. C'est le printemps, c'est ce qu'on appelle une méthode universaliste, hein, qui peut être utilisée dans toutes les situations, plutôt pour les adultes. Hein. Et ensuite, on va avoir des méthodes Club Alpha pour les migrants, en passant le Mongo pour le Cameroun, donc des méthodes qui sont faites sur mesure pour un public et pour un pays. Bonjour le français, pour les jeunes enfants lusophones du Cap-Vert et de Guinée-Bissau. Là aussi, hein, il y aura plusieurs méthodes pour enfants qui vont être développées, parce que c'est un public qui apparaît un peu plus tard. Ces méthodes, elles sont tout à fait adaptées. Ça veut dire que les enseignants qui les élaborent sont tenus de connaître bien une situation. Par exemple, on élabore une méthode pour le Vietnam qui s'appelle Sciences et communication pour des scientifiques vietnamiens. Et donc c'est une période où le CLA va aussi connaître une expansion de son activité à travers quelques partenariats, quelques contrats assez emblématiques. Oui, tout à fait, avec Air France. Le contrat est signé en 1974 et il y a 4 enseignantes qui sont à Paris pour travailler avec le personnel navigant. Et il y a également une grosse opération sur le Val d'Aoste parce que les professeurs du Val d'Aoste sont tenus d'être bilingues. Et comme il y a une forte immigration des Italiens du Sud au Val d'Aoste, il y a beaucoup de Valdôtains qui ne sont pas francophones. Donc on va envoyer des professeurs pendant 2 ans pour les former sur place au français. Oui, donc on peut dire qu'au Val d'Aoste, qui est une région officiellement bilingue, où tous les professeurs sont tenus d'enseigner aussi en français, tous les professeurs ont été formés par des formateurs du CLA de Besançon. Absolument. En fait, la loi, elle date de 1945, je crois, et elle est appliquée seulement en 1975. Donc, il y a un décalage dans le temps qui fait que le profil des enseignants du Val d'Aoste a changé. Il y a beaucoup d'Italiens du Sud qui sont immigrés dans le Nord et qui ne sont pas francophones. Donc, on envoie des enseignants pour former tous les professeurs du Val d'Aoste. Nous arrivons doucement au début des années 80, qui sont des années où le CLA va connaître une période un petit peu difficile, une période de crise en 83. Est-ce que tu peux nous expliquer les raisons de cette crise ? Les raisons de cette crise, je crois que c'est que les recrutements ont été peut-être un peu excessifs. C'est vrai qu'il y a des variations d'activité qui sont liées à des facteurs qu'on ne maîtrise pas, hein, les aspects politiques, les aspects internationaux. Il arrive à un moment où il n'y a plus les fonds dans les caisses pour payer les salaires. Et donc l'université va payer les salaires et le ministère de l'Éducation va mettre en place une inspection avec 2 inspecteurs qui vont rester 3 mois à Besançon, analyser la situation et déclarer le centre viable à condition qu'il y ait des titularisations. Puisque jusque-là, le budget du CLA était en autofinancement à 90%. C'est beaucoup, c'est une entreprise privée. Donc, ces titularisations, elles vont finalement permettre au CLA de sortir par le haut
de cette situation de crise, de reprendre son développement à travers des coopérations et des contrats qui font, là encore, écho à l'histoire avec un grand H, notamment l'histoire du Liban, parce que je crois que c'est l'époque où beaucoup d'étudiants libanais viendront étudier à Besançon. Oui, parce que c'est donc une fondation, la fondation laïque, puis ensuite la fondation Hariri, qui a pour but de sortir de jeunes Libanais pour les former à l'étranger, afin qu'à la fin de la guerre, ils puissent être des éléments qui reconstruisent le pays. Et nous aurons un contingent très important à Besançon de 600 étudiants, au CELA, mais qui ne sont pas forcément à Besançon. Ils sont à Belfort, Montbéliard, Port-l'Aîné. Et donc, c'est une opération assez importante qui permettra d'entrer en contact de façon privilégiée avec le président du conseil régional, qui à l'époque était Edgar Faure, grand ami du Liban. Donc, ce sera important parce qu'Edgar Faure va comprendre l'importance d'avoir des locaux dignes pour ce centre qui fait rayonner Besançon. Et donc, c'est le début d'une réflexion qui va mener, si je comprends bien, à l'installation du CLA dans les locaux actuels de la City, qui sont les locaux que tous les Byzantins connaissent. Il y a beaucoup de solutions qui sont envisagées. On envisage des tas de possibilités. Et la mairie, surtout le maire Robert Schwint, pousse beaucoup pour qu'on trouve une solution. Finalement, c'est un financement département, région, ville et État qui va permettre d'installer le CLA dans le complexe de la City, qui est un complexe assez important. Et le CLA va déménager en 1992. Dans des locaux qui vont permettre, si je comprends bien, aussi de reconstituer, je dirais, tout un écosystème autour de l'enseignement des langues, avec non seulement des formations, mais aussi une formation universitaire, un master de FLE, mais aussi un centre de documentation très important qui permet de retracer justement toute l'histoire de la didactique du français langue étrangère et de la didactique des langues. Et c'est dans ces locaux que le CLA va reprendre son activité, je dirais, d'élaboration de méthodes, de réflexion, d'élaboration, de publication, avec un nouveau cap dans les années 90, qui est l'apparition de cette méthode qui s'appelle Tempo, qui est une méthode que tu connais bien et qui va connaître une diffusion absolument prodigieuse dans le monde entier. Oui, c'est une méthode à laquelle j'ai participé avec 2 collègues et elle va être diffusée très largement à l'étranger. Bon, au CLA, il y a ce qu'on appelle la liberté de chaire, c'est-à-dire chaque enseignant peut choisir ce qu'il veut enseigner et quel matériel il veut utiliser. Il y a un autre aspect qui est important, c'est que l'installation à la City permet de regrouper français et langues étrangères, puisque les langues étrangères étaient auparavant dans une ancienne école aussi rue Renan. Avec Elisabeth Lott, elle avait eu l'idée de monter un diplôme de traducteur de 2 ans. Les 2 volets du centre, depuis sa création, se trouvent réunis à la City. Et donc, dans ces nouveaux locaux, le CLA se retrouve armé pour justement continuer son expansion internationale à travers des missions notamment. Mais ça, c'est un sujet dont on parlera la prochaine fois, si tu le veux bien. Le CLA, une aventure byzantine. Un podcast coproduit par Radio Campus Besançon et le CLA, le Centre de linguistique appliquée de l'Université Marie et Louis Pasteur.